Bonjour tout le monde, moi c'est Mathéo, bienvenue sur la chaîne d'Histoire Touaris. On abordait il y a quelques semaines l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et aujourd'hui on va parler d'événements survenus peu après, à savoir l'expulsion définitive des musulmans d'Espagne. On va commencer par contextualiser la situation. On va donc essayer de comprendre ce qui se passe en Espagne à ce moment-là, et aussi quelle est la place des musulmans après la reconquête chrétienne. On verra comment et pourquoi se sont mises en place les persécutions contre ces musulmans. Et enfin, on finira par l'expulsion en elle-même, à savoir comment elle s'est passée et où sont partis les musulmans expulsés. Al-Andalus, c'est le nom qui est donné au territoire de la péninsule ibérique sous la domination musulmane qui commence en 711. Et au XVe siècle, l'émirat musulman de Grenade est le dernier vestige de cette conquête. Depuis plus de 250 ans, l'émirat vit en paix. Il est le vassal et l'allié des royaumes chrétiens. Il les a même aidés en 1236 à reprendre Cordoue puis Séville aux autres royaumes musulmans. Dans l'émirat, juifs, chrétiens et musulmans coexistent plus ou moins pacifiquement. Les cultures se mélangent, se rencontrent. Grenade devient un pont entre le monde arabe et le monde chrétien. Tout ça favorise grandement le commerce, et l'émirat s'enrichit donc énormément pendant cette période. Un des témoins de cet âge d'or, c'est le magnifique et fastueux palais de l'Alhambra à Grenade, qui est avec Paris, Londres ou Naples, une des plus grandes villes d'Europe à ce moment précis. Et toute cette richesse, ça ouvre l'appétit des royaumes catholiques d'Espagne, qui décide d'envahir le territoire musulman de Grenade. On peut ajouter qu'à l'est de la Méditerranée, l'Empire ottoman musulman est en constante expansion, et ça augmente la méfiance envers la présence musulmane dans la péninsule. Et en 1482, le royaume de Castille et Léon et le royaume d'Aragon déclarent la guerre à leurs vassals musulmans. Après 8 années de combat, le cheikh Mohamed XII de Grenade perd la guerre et négocie la reddition de l'émirat. En 1492, le territoire de Grenade est intégré au royaume chrétien d'Espagne. 1492, c'est une année dite cruciale en Espagne. On l'appelle l'Año Cruzo pour plusieurs raisons. En plus de la défaite du dernier émirat musulman, c'est à ce moment précis qu'est décidée l'expulsion définitive des Juifs d'Espagne. Il y a le débarquement de Christophe Colomb en Amérique, même si on mettra des années avant de se rendre compte de la portée de cet événement, et l'Espagne publie une grammaire en langue vernaculaire, le castillan, c'est-à-dire dans la langue des habitants et non plus en latin, et c'était la première fois que ça arrivait en Europe. En quelque sorte, c'est l'année où l'Espagne sort symboliquement du Moyen-Âge pour entrer dans une nouvelle période. Pour en revenir aux musulmans, quand les armées chrétiennes chassent le dernier émirat de la péninsule, il y a un exil plus ou moins volontaire des couches les plus riches de la population musulmane. C'est qu'elles ont les ressources nécessaires pour partir en Afrique du Nord dans de bonnes conditions. Dans le même temps, on voit le départ des populations les plus pauvres. Elles n'ont rien à perdre, et tant qu'à faire, elles vont tenter leur chance de l'autre côté de la Méditerranée. Ce qui reste, c'est une espèce, disons, de classe moyenne, qui a pour l'instant le droit de pratiquer sa religion librement, comme le veulent les accords de reddition de l'émirat. Et pourtant, ces musulmans vont finalement être considérés comme un corps inassimilable. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors qui sont ces musulmans d'Espagne en 1492 ? En Castille et Léon, ça fait déjà plusieurs centaines d'années que les chrétiens ont repris le pouvoir. Les musulmans sont donc des Espagnols de confession musulmane qui au fil des années ont perdu les traits de la culture islamique. À part la religion, ils ne sont pas différents des autres habitants de la péninsule. Dans la couronne d'Aragon et à Grenade, la situation est différente. Les communautés musulmanes existent de façon massive. Elles sont rurales, elles ont gardé beaucoup de traits de la culture musulmane et elles vivent à l'écart des catholiques. Elles sont donc culturellement moins métissées qu'en Castille et Léon. Cette mise à l'écart, c'est pas une volonté des musulmans. C'est en fait les seigneurs locaux qui maintiennent isolées ces communautés rurales musulmanes pour se servir de leurs membres comme serfs, c'est-à-dire comme main-d'œuvre gratuite, et pour continuer à leur faire payer de fortes taxes, ce qui n'aurait pas été possible si ces communautés s'étaient assimilées. Ça explique pourquoi, dans un premier temps, ces seigneurs locaux sont d'accord pour respecter les coutumes de l'islam. C'est qu'ils sont contre ces conversions qui donneraient aux musulmans les mêmes droits qu'aux catholiques. Mais très vite, malgré les seigneurs locaux, les rois espagnols reviennent sur les accords passés et s'en prennent aux musulmans. En 1500, des livres en arabe sont brûlés à Grenade et on augmente les impôts sur les populations musulmanes. L'oppression commence pour les habitants musulmans, qui sont notamment accusés à tort de piraterie et de complot avec les pouvoirs musulmans d'Afrique du Nord. Dès 1502, les Espagnols lancent les premières vagues de conversion forcée. Les populations musulmanes sont très réticentes et elles résistent comme elles le peuvent à ces décisions autoritaires. Puisque ces conversions sont vécues comme illégitimes et dégueulasses, elles sont très peu efficaces dans le sens où les musulmans continuent à pratiquer leur culte en secret. D'autant que le clergé espagnol ne réussit pas à s'entendre sur la marche à suivre avec les musulmans. Ça alimente des débats interminables sur la façon de mener ces conversions. Deux méthodes coexistent. On privilégie d'abord la conversion par la persuasion,
Il s'agit de faire pleinement accepter aux néoconvertis les valeurs du Christ. Le royaume essaye ensuite une méthode plus brutale, qui consiste à convertir de force, quitte à attendre une nouvelle génération, pour obtenir une conversion sincère et effective. En 1516, la situation s'améliore pour les musulmans. Sous la pression des seigneurs locaux, Charles Quint au pouvoir en Aragon décide de calmer le jeu et promet de respecter les pratiques et les coutumes musulmanes. Mais en 1519, deux événements importants secouent le royaume. D'une part, à l'extérieur, la ville d'Alger tombe aux mains de l'Empire ottoman, et les rois chrétiens d'Espagne craignent un retour des musulmans via les Turcs. La méfiance contre les musulmans espagnols augmente donc fortement. Et la même année, à l'intérieur du pays, c'est surtout la révolte des Hermanias qui entraîne la conversion forcée de milliers de musulmans. À la base, les Hermanias sont des milices urbaines mises en place à la demande de la bourgeoisie. Elles servent à lutter contre la piraterie venue d'Afrique du Nord, qui pille régulièrement les villes côtières. Mais assez vite, ces milices urbaines se révoltent. Elles sont en fait l'expression du pouvoir de la bourgeoisie qui s'élève contre la noblesse espagnole. Ces milices prennent pour cible les communautés musulmanes pour faire perdre du pouvoir aux seigneurs locaux qui protègent ces mêmes musulmans. Et comme 100 ans plus tôt contre les juifs, on s'en prend à une minorité religieuse pour en fait s'attaquer de façon indirecte au pouvoir royal et à la noblesse. Les Hermanias persécutent des milliers de musulmans qui sont alors victimes de déportations, d'assassinats, de massacres et de baptêmes forcés. Le pouvoir royal est finalement rétabli partout sur le territoire au terme de 4 ans de combat. Mais les conversions forcées et pourtant illégales effectuées par les Hermanias sont déclarées légales par le roi. En 1525, il décide même d'aller encore plus loin et il les étend à tout le royaume. Pour le roi, il ne doit plus exister de musulmans à proprement parler en Espagne. Ces musulmans convertis se font appeler les morisques, ils continuent massivement à pratiquer leur culte en secret, et ils en sont même venus à créer leur identité propre. Et le pouvoir espagnol ne peut que constater que les deux grandes vagues de conversion de 1502 et de 1525 se soldent par un échec presque complet. L'intégration et l'assimilation voulues par les pouvoirs politiques et religieux ne fonctionnent pas. Le pouvoir choisit donc l'Inquisition pour traquer les musulmans qui n'acceptent pas pleinement et sincèrement la conversion à la religion chrétienne. Mais malgré l'Inquisition, les condamnations et la répression, on ne peut que constater que les conversions ne sont toujours pas efficaces. En 1567, le pouvoir hausse le ton et il promulgue un édit royal qui interdit la pratique écrite et orale de l'arabe. Une des principales conséquences de ce climat d'oppression, c'est que les populations anciennement musulmanes se rebellent à plusieurs reprises. Comme par exemple en 1568, les morisques se soulèvent massivement contre les restrictions religieuses, tout spécialement dans le royaume de Grenade. C'est la révolte des Alpujarras. Les insurgés prennent le contrôle de plusieurs territoires, surtout dans le sud-est de la péninsule. Des fanatiques musulmans profanent et brûlent de nombreuses églises et s'en prennent aux membres du clergé catholique, dont beaucoup seront torturés et assassinés. La régence d'Alger sous contrôle ottoman envoie des armes et des soldats pour soutenir la rébellion. Mais malgré cette aide, en 1571 et au terme de nombreuses batailles, les insurgés musulmans s'inclinent face aux armées catholiques, qui elles aussi se livreront à de nombreuses exactions. Ce soulèvement populaire majeur vient apporter de l'eau au moulin de ceux qui veulent une solution radicale pour se débarrasser des musulmans. Surtout qu'au début des années 1600, une forte récession économique touche la péninsule ibérique. Les anciens musulmans deviennent les boucs émissaires désignés de cette crise. Vient alors la recherche d'une solution définitive. Se pose une question cruciale et très débattue en Espagne. Est-ce qu'il faut expulser les musulmans ou les exterminer ? Il y a des projets assez incroyables mais pourtant pris très au sérieux qui sont proposés, comme castrer tous les enfants mâles, bien faire couler des bateaux pleins de morisques, les envoyer en Amérique, ou encore les réduire absolument tous en esclavage. Finalement, c'est la solution la moins radicale qui est retenue, et environ 300 000 morisques sont expulsés d'Espagne à partir de 1609. On peut se poser la question du pourquoi d'un tel acharnement contre les populations anciennement musulmanes. Tout d'abord, les rois catholiques veulent se poser en champions du catholicisme au moment même où le protestantisme se diffuse victorieusement en Europe. Et donc expulser les musulmans, c'est une façon de marquer des points aux yeux du pape, mais aussi de renforcer le pouvoir de la royauté sur la population. Un autre argument de poids, c'est que tout simplement certains Espagnols voulaient l'expulsion des musulmans pour leur voler leurs biens et leurs terres. Et en plus de tout ça, il y a cette crainte d'une nouvelle invasion musulmane via l'Empire ottoman en pleine expansion. Le pouvoir les voyait comme une sorte d'ennemi intérieur, prêt à pactiser avec les puissances étrangères. Ça ne peut pas tout expliquer. Certains historiens espagnols, plutôt classés à droite, avancent la thèse du choc des civilisations. Pour eux, chrétiens et musulmans étaient incompatibles,
Ils étaient trop différents pour vivre ensemble. L'universitaire Isabelle Poutrin avance une toute autre thèse dans son livre Convertir les musulmans. Elle explique au contraire que chrétiens et morisques ont su cohabiter pacifiquement, et que finalement c'est l'acharnement du pouvoir qui voulait créer des chrétiens de force, son obsession à voir les convertis comme des traîtres en puissance, qui ont posé problème. Pour elle, on ne laisse pas le choix aux musulmans, même s'ils acceptent la conversion, on met en doute leur sincérité et on les persécute de toute façon. La conséquence de ces expulsions est multiple. Certaines zones d'Espagne, comme la région d'Alicante, perdent presque l'intégralité de leur population. La ville de Valence est ruinée, et d'une manière générale, la péninsule ibérique voit partir de nombreux artisans et travailleurs qui avaient un savoir-faire reconnu. D'un point de vue social et économique, c'est une véritable catastrophe. Alors que vont devenir ces musulmans expulsés d'Espagne ? Pour la grande majorité, ils rejoignent les territoires musulmans d'Afrique du Nord, et au contact des populations locales, ils se réislamisent et reprennent des noms arabes. Par ailleurs, comme on l'a vu, avant leur expulsion, les autorités espagnoles accusaient à tort les morisques d'être complices des pirates nord-africains qui pillaient régulièrement les côtes. Après leur expulsion, certains musulmans originaires d'Espagne vont effectivement aider les pirates nord-africains à piller les côtes espagnoles. C'est qu'ils connaissent très bien l'Espagne pour y avoir vécu, et on peut donc s'imaginer que ces musulmans gardent une certaine rancune contre l'Espagne qui vient de les expulser. Pour finir, un mot sur ce qu'il en est de nos jours. Alors en 2009, pour la commémoration des 400 ans de cette déportation de masse, de nombreux colloques, conférences, rencontres s'organisent en Espagne. Et dans les années qui suivent, des mouvements politiques en Andalousie s'emparent de la question et demandent au gouvernement de donner la nationalité espagnole aux descendants de musulmans expulsés. Pour ces mouvements politiques, ça a été fait pour les descendants de juifs expulsés d'Espagne, donc ça doit être fait pour les descendants de musulmans expulsés d'Espagne. Mais jusqu'à présent, le pouvoir espagnol a toujours refusé cette requête. Voilà, on va s'arrêter ici, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je mets plusieurs liens de vidéos intéressantes et une bibliographie dans la description. Je vous conseille tout spécialement le livre Convertir les musulmans d'Isabelle Poutrin, qui est professeure d'histoire moderne à la fac. Par ailleurs, si vous avez d'autres conseils lecture, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour être tenu au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter. Et pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire. Voilà, merci, ça fait toujours plaisir. Allez, on se dit à bientôt, bisous!